The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. La langue de cette vidéo a été traduite à l'aide d'une traduction par IA via HeyGen. Bien que nous nous efforcions d'être précis, la traduction peut ne pas être entièrement exacte ou refléter l'intention et la signification originale dans tous les cas. Nous apprécions votre compréhension alors que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à une traduction assistée par IA. Bonjour, je m'appelle Éric Jamois. Merci de me rejoindre pour ce tutoriel interactif sur AdMed Predictor dédié à Medchem Studio. Aujourd'hui, nos sujets porteront sur le clustering, l'analyse des groupes R et la détection d'activités ou de cliffs, également connus sous le nom d'analyse de paires moléculaires assorties. Ces fonctionnalités sont une partie essentielle des capacités de Medchem Studio. Il y a en fait beaucoup de choses à aborder dans ce tutoriel, il pourrait donc durer un peu plus longtemps que les autres de la série. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer et travailler avec un jeu de données qui nous a été partagé par Edelris, une entreprise impliquée dans la mémétique topologique de produits naturels très intéressante. Je vais donc ouvrir un fichier de 500 PO2 qui, encore une fois, nous a été aimablement partagé. Et dans ce cas, les identifiants des composés sont stockés dans un champ intitulé EDX. Nous allons donc spécifier le nom de ce champ afin d'importer nos composés. Comme c'est souvent le cas dans AdMed Predictor, nous allons procéder au calcul des propriétés AdMed de ces composés. Et donc, dans la section Données, sous Calcul des propriétés admissibles, nous allons procéder au calcul de toutes les propriétés admissibles pour ces 500 composés. Et comme vous le savez, AdMed Predictor est très rapide, il ne faudra donc que quelques secondes avant que nous obtenions ces propriétés pour nous. Donc la première chose à vérifier est que la fonctionnalité Medchem Studio est bien activée, ce qui est appelé ici les fonctionnalités Medchem. Si c'est le cas, allez simplement dans Affichage et cherchez les fonctionnalités Medchem. Si une coche apparaît devant, vous devriez voir 5 onglets en bas de la feuille de calcul, intitulés Composés, Classe, Table R, Paire et Clé. Si c'est désactivé, alors vous ne verrez vraiment que l'onglet Composés. Nous allons donc aller ici et activer ces fonctionnalités. Ce que nous allons faire maintenant, c'est en fait regrouper cet ensemble de composés en familles chimiques appelées chimiotypes. Et vous pouvez faire cela très facilement dans Admin Predictor. La première chose que j'aimerais faire, cependant, c'est simplement vous montrer que sous cet onglet classe, en ce moment, ce que nous avons, c'est que chaque composé est dans une classe qui lui est propre. Nous avons donc en fait autant de classes que de composés. Nous avons donc 500 composés dans l'onglet Composés, mais nous avons aussi 500 classes dans l'onglet Classes. Revenons donc à nos composés ici. Et la façon d'accéder aux fonctionnalités de regroupement se trouve sous Chimie. Il suffit d'aller sur Générer des classes. Et par défaut, on utilise les frameworks. Cependant, dans ce cas particulier, nos composés ont vraiment été assemblés à partir de groupes NR de base. Et par conséquent, les systèmes ancrés sur un cycle sont en fait une option plus appropriée pour eux. En fait, nous avons quelques noyaux, des noyaux très proches, qui ont servi de base à l'assemblage de ces 500 composés. Donc, encore une fois, nous allons choisir ici les systèmes ancrés sur un cycle, car ils ont vraiment été assemblés fondamentalement comme un système de type groupe CO1R. Nous allons donc utiliser cette option, et ce que le logiciel va faire, c'est plusieurs choses. Donc la première chose, c'est que dans l'onglet Composés,
il va créer une colonne liste de classes qui contient l'identifiant de classe pour chaque composé ou identifiant de cluster. Je vais utiliser ici les termes cluster et classe de manière vraiment interchangeable. Ainsi, chaque composé se voit attribuer un identifiant de classe ou de cluster, comme le composé 1 qui est attribué au cluster 2, le composé 2 est dans le cluster 1, tout comme le composé 3, etc. Et il vous donne également la taille du cluster. Donc c'est le nombre entre parenthèses ici. Ainsi, le cluster 1 contient 299 composés, le cluster 2 en contient 132, etc. Maintenant, nous pouvons avoir une vue un peu plus détaillée de ce qui se passe en allant dans notre onglet classe ici. Et ce que nous voyons, c'est que maintenant les chimiotypes ont été assemblés dans ce cas comme 4 chimiotypes différents. Et ce que nous voyons, c'est que dans les classes 1 et 4, nous avons ce que l'on pourrait appeler des périodo-oxycypinones classiques, et dans les classes 2 et 3, nous avons ici les analogues sulfonamides. L'autre chose que nous voyons, c'est que donc nous avons identifié nos 4 classes et le logiciel nous a également indiqué la taille de chaque classe ou cluster. Le cluster 1 contient 299 molécules, le cluster 2 en compte 132, le cluster 3 en a 59 et le cluster 4 en a 10. Donc l'autre chose que nous constatons, c'est que le logiciel a vraiment défini ces classes, pratiquement de la même manière qu'un chimiste l'aurait fait, dans le sens où l'on aurait probablement regroupé les périodo-oxycypinones classiques ensemble au départ, puis peut-être séparés en deux classes distinctes et bien définies selon la régiochimie spécifique. Du cycle pyridine, nous allons explorer les différentes possibilités. Remarquez donc que nous avons ici deux régioisomères différents avec l'azote placé soit ici, soit là. Et puis, probablement au départ, il aurait défini une seconde classe pour les analogues sulfonamides. De la même manière, il aurait établi une dichotomie basée sur la régiochimie du cycle pyridine, avec des différences similaires entre ces deux classes. Donc je pense que ce que nous avons ici est une reproduction assez fidèle de ce qui aurait été fait, en quelque sorte intuitivement, vous savez, en séparant ces chémotypes, ces familles chimiques. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que nous pouvons analyser cet ensemble de données à différents niveaux. Nous pouvons examiner l'ensemble de données au niveau du composé, ou pour chaque composé, nous pouvons examiner les propriétés qui lui sont associées. Ce sont bien sûr les colonnes que nous avons ici, et ils peuvent l'être soit simplement des chiffres, mais ils peuvent aussi être des diagrammes en étoiles qui sont ces représentations. Donc encore une fois, nous pouvons examiner les données au niveau du composé individuel, mais nous pouvons aussi maintenant les examiner au niveau de la classe, ce qui nous donne une très bonne idée des atouts et des faiblesses potentielles associées à ces diverses familles chimiques qui sont des groupes de substances. Si nous regardons les données dans les colonnes, cela ne reflète plus vraiment un composé individuel. Ces valeurs, comme cette colonne de risque d'admission maintenant, représentent en fait la moyenne de la classe à travers le chimiotype. Donc 1487 est vraiment le risque d'admission moyen pour le cluster numéro 1. D'accord. Et l'autre chose que nous pouvons faire maintenant, plutôt que de regarder les valeurs individuelles, même si cela nous donne déjà une bonne idée en moyenne de quelle classe fonctionne le mieux, c'est que nous pouvons aussi examiner les diagrammes en étoiles. Donc par exemple, si nous regardons la spécificité des substrats CIIP, nous voyons que les péridooxazépinones régulières sont prédites comme étant plutôt promiscues envers les enzymes CIIP, ce qui signifie qu'elles sont censées
être métabolisés par un panel assez large de CIP. Alors que si nous passons aux classes 2 et 3, qui sont les analogues sulfonamides, celles-ci sont prédites comme étant principalement métabolisées par lysozyme 3 à 4. C'est donc une observation assez notable. Encore une fois, cela distingue ces différentes classes. Le troisième type d'information que nous pouvons examiner concerne en fait les histogrammes de propriétés et il y en a un qui est généré automatiquement pour nous, à savoir l'information sur le poids moléculaire pour chaque classe. Nous pouvons en fait créer davantage de ces histogrammes, ce qui, encore une fois, nous donnera plus d'informations sur la répartition des propriétés pour chacun de ces chimiotypes. Par exemple, si nous allons dans l'entête ici et que nous faisons un clic droit, alors nous pouvons aller sur Insérer une colonne et à ce stade, sélectionner Répartition graphique. D'accord, donc si nous sélectionnons cela, nous avons alors la possibilité de choisir parmi l'ensemble des propriétés que nous avons calculées sur nos composés. Et par exemple, nous pouvons choisir le risque d'admission et le logiciel ajoutera une distribution sous forme d'histogramme. Ainsi, encore une fois, nous pouvons voir la répartition au sein de chacun de ces clusters. Et disons que nous décidons de faire la même chose pour, par exemple, un filtre HERG. Donc, nous allons insérer une colonne et une répartition graphique. Et si nous descendons dans notre liste jusqu'à ERG, qui est classé par ordre alphabétique, ceci est le filtre HERG et c'est un modèle catégoriel, c'est-à-dire oui ou non, selon que le composé est prédit comme ayant ou non une quelconque responsabilité pour le ERG. Si c'est 0, c'est non, et si c'est 1, alors c'est oui. Nous pouvons donc l'ajouter. Et ce que nous voyons à nouveau, c'est que c'est une façon intéressante d'observer l'ensemble de données à un niveau un peu plus global et nous constatons que, par exemple, pour le risque admet pour les classes 1 et 4, les composés sont répartis avec une proportion plus élevée de composés à un niveau de risque adémet plus faible, mais il y a tout de même une tendance vers des valeurs potentiellement plus élevées, surtout pour la classe. Bien qu'il s'agisse d'une classe relativement petite. En revanche, si l'on regarde les classes 2 et 3, on constate qu'il y a une concentration beaucoup plus forte de composés présentant un faible risque admet et nettement moins de composés dans la partie terminale de la distribution. De même, si l'on regarde Scherg, on voit que pour la classe 1, la prédiction est presque équilibrée entre les composés qui sont prédits comme n'ayant pas de risque lié à Scherg et ceux qui sont prédits comme ayant un risque potentiel lié à ERG. Donc, encore une fois, dans la classe 4, il y a un léger biais en faveur des composés ayant de plus faibles risques liés à Scherg, mais il y a tout de même un nombre conséquent de composés dans l'autre catégorie. En revanche, si l'on regarde les analogues sulfonamides, on constate qu'il existe en réalité un biais beaucoup plus marqué en faveur des composés présentant de moindres risques liés à HERG, plutôt que ceux qui sont prédits comme présentant des problèmes potentiels. Donc encore une fois, c'est le genre d'information qui nous permet potentiellement d'équilibrer le nombre de composés que nous souhaiterions fabriquer dans chaque classe. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, d'attribuer en quelque sorte des atouts et des risques à chacune de ces classes. Donc pour l'étape suivante, je voulais vraiment vous montrer comment vous pouvez faire encore quelques autres choses avec ces composés et la façon dont ils apparaissent actuellement, comme vous pouvez le voir, ces squelettes ne sont pas vraiment alignés les uns avec les autres, ce qui complique un peu leur observation et leur comparaison en termes, par exemple, de chimie régionale et d'autres aspects. C'est donc un peu plus compliqué. Je voulais donc vous montrer comment vous pouvez aligner des composés en utilisant une combinaison en fait de MedChem Studio et MedChem Designer. Ce que nous allons faire ici, c'est importer ces 4 classes de composés dans MedChem Designer.
Et la façon de faire cela est simplement d'aller sur cette icône MedChem Designer, qui est cette représentation d'aldéhyde, l'icône d'aldéhyde juste ici. En appuyant dessus, vous importez en fait vos 4 composés dans une fenêtre MedChem Designer. La première chose que nous allons faire est donc de placer le premier composé dans une orientation qui nous convient. Ce que vous feriez, c'est simplement entourer ce composé avec le lasso, puis faire un clic droit et choisir Nettoyer. Et cela va placer le composé dans une orientation préférée, mais bien sûr, vous pouvez l'ajuster selon votre orientation préférée. Dans ce cas précis, je pourrais vouloir retourner ce composé verticalement si par exemple je veux voir le carbonyle vers le haut. Ensuite, si nous sélectionnons tous ces composés, vous pouvez le faire en appuyant sur CTRL-A. Cela sélectionnera tous les composés. C'est la fonction Tout sélectionner. Et ensuite, vous pouvez aligner tous ces composés selon le squelette commun. D'accord. Ensuite, il sera beaucoup plus facile de les examiner et nous pourrons les renvoyer dans notre onglet des classes. D'accord, donc nous allons simplement les transférer. Il est indiqué que 4 composés seront transférés et ce sont des composés existants. Il n'y a rien de nouveau ici que nous aurions modifié, donc nous allons simplement valider. Donc le logiciel nous donne un message d'avertissement indiquant que au moins une structure a été modifiée et que les propriétés ADMIT qui ont été calculées peuvent ne plus être synchronisées avec les structures. Cependant, ici, nous n'avons en réalité pas modifié ces structures. Nous avons simplement changé leur orientation. Donc, rien de tout cela n'aura d'effet sur les propriétés calculées. Nous pouvons donc simplement répondre non. Il devient donc beaucoup plus facile, lorsque nous allons dans notre onglet des classes, de réellement comparer, Ces chimiotypes et ces différences régiochimiques auxquelles je faisais référence tout à l'heure entre les classes 1 et 4 et 2 et 3 deviennent beaucoup plus faciles à voir. Nous avons donc maintenant aligné ces squelettes entre eux. Remarquez que si nous allons dans l'onglet Composés, tous les composés ne sont toujours pas alignés. Entre eux, ils sont vraiment dans l'orientation dans laquelle ils étaient lorsqu'ils ont été saisis ou dessinés par le chimiste qui les a ajoutés. Et bien sûr, il serait beaucoup plus facile d'examiner ces composés si les squelettes étaient dans la même orientation. Et il existe en fait un moyen très simple de faire cela. Très simplement, ce que nous pouvons faire, c'est aller dans nos classes, l'onglet Classes, puis cliquer sur cet onglet composé ici et propager cet alignement en quelque sorte vers les composés. Et cela va en fait faire deux choses. Cela va permettre d'aligner précisément les différents composés entre eux et cela va également mettre en surbrillance le squelette principal en une couleur bleue distincte, tandis que les groupes R fonctionnels seront affichés en noir. Donc encore une fois, cela rend l'observation du motif central et des groupes R beaucoup plus facile que dans la façon précédente dont nous les avions dessinés. Ce type d'alignement est donc en réalité quelque chose que vous pouvez faire assez facilement dans MedChem Designer seul. Cependant, vous seriez limité à 100 composés. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez un motif central et des groupes R. L'étape logique suivante consiste à se dire, eh bien j'aimerais vraiment voir une décomposition du motif central et des groupes R pour ces molécules. La façon dont ces séries de composés ont été initialement conçues, et encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement. Il suffit simplement de sélectionner la classe 1 par exemple, ou n'importe quelle classe, et de cliquer sur l'onglet R Tables en bas ici. Et cela déclenchera effectivement la décomposition du groupe NR central pour ces molécules. Et l'autre chose importante que vous pouvez également faire est d'afficher les propriétés détaillées dans l'analyseur de groupe R.
à côté de chaque composé. Vous pouvez donc clairement voir ici, vous pouvez regarder chaque élément individuellement. Pour chaque groupe R, par exemple pour le groupe R1, vous pouvez voir si vous avez juste un atome d'hydrogène comme substituant, quelle sera la distribution des propriétés, de certaines propriétés, pour les autres combinaisons de groupe R avec R1. Et vous pouvez faire la même chose avec le groupe méthyle. Vous pouvez faire la même chose pour chaque groupe R, ce qui est très pratique, mais vous pouvez aussi le faire en combinaison. D'accord? Et maintenant vous pouvez projeter, bien sûr, n'importe quelle propriété que vous avez précédemment calculée sur ces graphiques. Donc, par exemple, si nous voulons jeter un œil à notre fonction composite de risque d'admission, il suffit alors de sélectionner Admit Risk. Et là, vous pouvez voir que pour certaines combinaisons de groupe R, par exemple ici, pour R, 1 égale hydrogène et R, 2 égale benzyle. Cela correspond à 5 composés, dont 4 ont de faibles valeurs de risque d'admission et un qui a une valeur élevée de risque d'admission d'environ 4,9. Maintenant, si nous prenons par exemple le groupe méthyle pour R1 et le même groupe benzyle pour R2, alors nous aurions 3 composés, dont 2 ont de faibles valeurs de risque d'admission et un qui a une valeur élevée. Remarquez, nous n'avons pas le même nombre ici parce que nous avons en fait une matrice clairsemée. Nous n'avons que 299 composés. Nous verrons plus tard que bien sûr cela correspond à un ensemble plus large. Donc encore une fois, c'est une méthode très pratique pour analyser ces combinaisons de groupe R et vous pouvez le faire pour n'importe quelle combinaison de groupe R, R1, R2, R1, R3, etc. Si vous voulez prendre celles qui ont les plus grands nombres, comme R2, R4, il vous suffit de sélectionner cela et alors vous pouvez voir comment la propriété cartographiée, qui dans ce cas est le risque d'admission, se répartit sur les composés individuels obtenus, ce qui dans ce cas est principalement 1 ou 2 selon la combinaison R1, R3. Donc de cette manière, vous pouvez en quelque sorte évaluer, vous savez, certains atouts et inconvénients de ces groupes R. Et encore une fois, je veux dire, ici, nous ne regardons que le risque d'admission. Vous pourriez faire cela pour n'importe quelle propriété que vous souhaitez étudier. La solubilité, où vous savez à peu près tout ce que vous pouvez calculer ou importer dans le logiciel. Donc, l'une des choses avec lesquelles j'aimerais conclure, c'est le fait que nous avons vraiment une matrice de groupe R qui, dans ce cas particulier, correspond à 299 composés, ce qui était notre classe 1. Et ce sont les composés exemplifiés. Et cela a été tiré d'un ensemble plus large. Parce que si vous regardez la matrice complète, qui est une matrice de 2 par 13 par 4 par 25, cela fait une matrice de 4 fois. 25 fait 100, multiplié par 13, ça fait 1300, multiplié par 2, ça fait 2600. Nous avons donc une matrice complète de 2600 produits potentiels qui pourraient potentiellement être fabriqués, bien sûr, en supposant qu'il n'y ait pas de conflit entre l'introduction des groupes R dans la chimie utilisée pour assembler ces composés. Mais ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons en fait énumérer cette bibliothèque complète de 2600 composés de l'ensemble de base, si vous voulez, qui pourraient potentiellement être fabriqués. Nous allons donc faire cela tout de suite. Et c'est très facile. Dans le menu déroulant des tables R, vous pouvez sélectionner l'option Exploser les produits. Il suffit simplement de spécifier le nom du fichier de sortie. Par exemple, nous allons prendre des composés de la classe 1, donc nous pouvons l'appeler classe 1, -bas full, parce qu'il s'agit de l'ensemble complet des composés, et 2600, parce que nous allons en obtenir 2600 dans ce cas. D'accord? Et puis, nous n'avons vraiment pas besoin de les afficher dans une nouvelle fenêtre, nous voulons simplement les énumérer dans un fichier.
Il suffit donc d'appuyer sur OK et le logiciel va effectivement exploser ou énumérer cet ensemble complet de produits dans un fichier SDF. Encore une fois, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire ici. Ceci n'est que la première partie de ce tutoriel. J'aimerais vous retrouver dans la deuxième partie de l'autre côté pour vous montrer le type d'analyse que vous pouvez effectuer sur cet ensemble explosé. Merci pour votre temps. Nous revenons tout de suite.